Bienvenue sur le ring, Abdeslam Sadeghi. Merci. Sur le ring, l'ODJ TV Radio. Je rappelle Abdeslam Sadeghi que vous êtes ancien ministre en charge de l'emploi et que vous êtes membre du bureau politique du PPS, le Parti du Progrès et du Socialisme. Exact. Sur le ring en 3 rounds. Aujourd'hui, premier round, flambée des prix. Qui est responsable? Deuxième round, le PPS a-t-il la solution pour casser l'inflation? Et troisième round, emploi, les sans-emploi, le nouveau mode d'emploi, avec un point d'interrogation. Vous nous direz aussi, puisque vous avez, je rappelle, été en charge de l'emploi, et puis la lumière de l'étude et du rendu du HCP, le Commissariat au Plan, qui a dressé un portrait qui n'est pas du tout en tout cas de la situation. Premier round, flambée des prix. Qui est responsable, Abdeslam Sadeghi, selon vous, de la courbe inflationniste, même si les prix de certains produits ont baissé, mais qui est responsable de cette poussée inflationniste, de cette inflation généralisée? Merci à Sir Rachid. Pour aller vif dans le sujet, qui est responsable? C'est difficile de dire. A priori, dans tout pays, ce sont les gouvernements qui sont responsables. Ça, c'est par définition, par principe. Donc le gouvernement actuel est responsable, selon vous, de l'inflation et de la flambée des prix généralisée? Il est responsable globalement. Ça, c'est général. C'est valable au Maroc qu'ailleurs. Mais aussi, on doit admettre que l'inflation est un phénomène mondial. Parce qu'il faut quand même être objectif dans nos analyses. C'est un phénomène mondial. Pourquoi? Parce qu'il y a un phénomène de mondialisation et d'inter-échange et d'interférence entre les différents pays. Donc ça veut dire que d'un côté, vous dites... L'inflation, oui. Il a commencé d'abord par l'augmentation du carburant, du cours mondial, du Brent. Il a même à un certain moment frôlé les $120. Aujourd'hui, c'est 80. Aujourd'hui, c'est 80 et on reste toujours à des niveaux élevés. 82. Oui. Deuxièmement, c'est suivi par la hausse des produits alimentaires, des biens alimentaires, notamment du blé, des céréales. Oui, on reviendra rapidement. Troisièmement, il y a eu, bien sûr, suite à la crise de Covid, suivie immédiatement par la guerre entre l'Ukraine et la Russie, ça a provoqué... Mais en même temps, les Marocains... Ça a provoqué des perturbations au niveau sur l'échelle mondiale et ça a fait... L'inflation a fait tache d'huile. Donc ça, c'est un avec constat. un effet Il y a, ça, c'est ce que j'appelle les phénomènes, les facteurs exogènes. Mais en même temps... Auquel s'ajoute, pour le Maroc, la sécheresse. Il a eu, une fois qu'on a dit tout il ça... a un impact à la fois sur les produits alimentaires et sur l'emploi, on reviendra. Oui. Et en dernier lieu, la politique gouvernementale, les politiques publiques, qui n'ont pas été des politiques anti-inflationnistes. Anti-inflationniste, ça on revient voilà, donc en fait... nous avons planté le décor maintenant. À la question de ce premier round de flambée des prix, qui est responsable? Qui est responsable? Parce que quand on met en perspective plusieurs facteurs qui seraient responsables, on a l'impression de diluer la responsabilité. Premièrement, le gouvernement, il est là, il savait, il doit devenir, il doit anticiper, il ne l'a pas fait. Ça, c'est une responsabilité fondamentale. Lors de la préparation de la loi de finances 2023, des voix se sont levées, par exemple, sur le contrôle et éventuellement la régulation des prix des carburants, parce que les carburants, c'est stratégique comme intrant et comme facteur. Il a des répercussions sur l'ensemble des produits. Quand le prix du pétrole augmente, tout augmente. C'est le transport, le coût de fabrication des biens, etc. Les matières premières. Donc vous dites en fait, lors de l'élaboration du projet de loi de finances 2023, le gouvernement aurait dû prendre des mesures. On aurait dû prendre des mesures. On avait fait beaucoup d'amendements, par exemple au niveau de la loi de finances, et on n'a accepté aucune. Le gouvernement a fait ce qu'il avait à faire dans la... Est-ce que vous êtes en train de dire que le gouvernement Renouch est le principal responsable de la poussée inflationniste aujourd'hui? Est-ce que vous le dites clairement? Bien sûr. C'est le principal responsable? C'est le principal responsable, mais il y a... il faut quand même... Il ne faut pas porter un jugement sévère aussi. Il faut que nous prenions en considération la situation internationale. Qu'on le veuille ou non, elle est là. La situation risque de... Parce que je crois que le gouvernement est responsable. Peut-être je me trompe. Il a sous-estimé, je crois, l'impact de la crise mondiale sur l'économie marocaine. Il croyait que la crise allait passer. Il s'est dit, voilà, on va faire des petites mesurettes, aide pour les transporteurs par ici, maintien de la caisse de compensation durant 2023, quelques aides, même les aides aux ménages modestes,
On va revenir là-dessus parce que je sais que c'est des propositions qui ont été faites par le PPS, mais on va y revenir lors du deuxième round. Donc vous dites clairement qu'il y a des facteurs exogènes, dont l'environnement international, mais en même temps aujourd'hui l'inflation elle est essentiellement domestique. Et les domestiques, et les domestiques, parce qu'elle s'est propagée. Oui. Mais pourquoi elle s'est propagée? Il continue à être. Pourquoi elle s'est propagée? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, sa propagation, est-ce qu'elle n'a pas été facilitée aussi par le fait que, je rappelle, le PPS a été aussi aux responsabilités, on est bien d'accord? Oui, mais on ne va pas à chaque fois revenir à cette chanson. Mais si on va y revenir, Abdeslam Sadeghi, on a été aux responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, nous avons joué. Quand on appelle au fait, quand aujourd'hui le CESE tout dernièrement appelle à une refonte rapide et express de tout le circuit de distribution des fruits et légumes, et le fait de réduire le nombre d'intermédiaires, le PPS, lorsque vous étiez aux responsabilités, même si vous n'aviez pas ce portefeuille ministériel, vous n'avez rien fait aussi politiquement là-dessus. La responsabilité incombe aux choix qui ont été faits dès le départ, et je l'ai dit, je le redis aujourd'hui, ce sont des choix que nous assumons tous à la limite. Mais le PPS avait une position... Vous assumez politiquement aussi d'avoir aussi une responsabilité politique dans cette inflation d'aujourd'hui? Le PPS avait une position claire, mais y compris sur le plan Maroc vert. On n'a pas cessé de faire des remarques sur le choix, sur la libéralisation du secteur des hydrocarbures. Sur la libéralisation des hydrocarbures. Là, je te l'ai dit. Des hydrocarbures. Sur la libéralisation des hydrocarbures, nous avons, au sein du gouvernement, nous avons dit qu'il faut des mesures d'accompagnement. Ça n'a pas été pris en considération. Mais vous étiez au gouvernement et c'est passé lorsque vous étiez au gouvernement Benkiran 1. Oui, bien sûr. Donc vous avez une responsabilité politique également. Mais on n'était pas, nous on ne dirigeait pas le gouvernement. Tu peux nous juger sur les secteurs que nous avions dirigés directement. Donc on ne doit pas vous porter un jugement et une évaluation sur l'ensemble de la politique gouvernementale. Mais un parti politique, quand il participe au gouvernement, c'est pas à chaque fois quand il ne partage pas une certaine orientation, il ne va pas claquer la porte. Parce qu'il y a quand même un rapport de force au sein du gouvernement. La loi sur la liberté sur les prix, l'offre et la demande. C'est passé aussi, le PPS était aussi responsable. Non, mais la loi sur la liberté, il n'y a pas de libération comme ça dans l'absolu. L'État doit garder la main, même y compris sur notre loi. Il n'est pas le rôle de l'État pour la régulation. Quand c'est dans tous les pays développés, dans tous les pays libéraux, le Maroc n'est pas le seul. L'État, quand il y a des dérapages, quand la loi de l'offre et de la demande n'arrive pas à créer l'équilibre qu'il faut, l'équilibre social. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Maintenant, malheureusement... Est-ce que c'est le cas? C'est pas le cas. C'est pas encore le cas? C'est le cas dans pas mal de pays développés libéraux qui interviennent à travers des différentes mesures. Mais en même temps, politiquement, on ne peut pas se fier à je recontextualise. On ne peut pas se fier à Serrachid. La libéralisation du secteur des hydrocarbures et la mise en place et la mise en route et l'activation de la loi sur la liberté des prix, c'est faite lorsque le PPS était aux responsabilités. Oui, bien sûr. Donc, je veux dire, il y a une responsabilité politique sur l'inflation de cet exécutif, mais il y a une responsabilité politique aussi du PPS lorsqu'il est aux responsabilités. Si tu veux avoir les responsabilités, on peut remonter jusqu'à l'indépendance. Mais il y a quand même. Mais le gouvernement, quand il prend la direction des affaires de l'État, il fait le point sur la situation. Il savait quel est l'état des lieux. Il avait un programme. Ce programme, est-ce qu'il est appliqué? Ben ça, il fallait le dénoncer. En tout cas, on a toujours parlé de solidarité gouvernementale. Le programme gouvernemental, est-ce qu'il est appliqué tel qu'il est? Est-ce que les promesses des partis, des trios qui dirigent actuellement le gouvernement? On va y revenir. On va y revenir. Mais en tout cas, c'est pas appliqué. En tout cas, je veux dire, c'est pas appliqué. Donc la contagiosité de l'inflation aujourd'hui a aussi des raisons historiques et des décisions, des décisions politiques qui ont été prises lorsque le PPS est aux responsabilités. N'endossez pas au PPS une responsabilité qui n'est pas la sienne. Actuellement, c'est le gouvernement. Là, on n'est pas maintenant au gouvernement, on est dans l'opposition, on fait des propositions. Le prix des hydrocarbures, s'ils n'avaient pas été libéralisés en 2015, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui, avec des fluctuations à la pompe aussi élevées. Même avec la libéralisation, les fruits et légumes, même s'ils ont baissé, ils restent à des niveaux très élevés. Si la loi sur la liberté des prix n'avait pas été... Le problème des pétroles, des hydrocarbures, ce n'est pas uniquement la libéralisation. C'est l'arrêt de la Samir. Pourquoi l'arrêt de la Samir? Parce qu'il y a une différence énorme entre l'évolution des prix du brut
et l'évolution des prix raffinés, ouais. des biens raffinés. Et ça le problème. Et on va y revenir parce que le prix des raffinés aussi a augmenté. Et du coup, on n'a pas profité de la baisse des cours qui a baissé de 120 à 82, peut-être à l'avenir. Ça varie. Oui. Le cours des barils des Brent, ça varie de 70 à 90. Ça plombe le pouvoir d'achat. Ça ne se répercute pas. Ça ne se répercute pas sur le consommateur. Pourquoi ? Donc on va y passer, deuxième round, justement. Le PPS a-t-il la solution pour casser cette courbe inflationniste ? J'ai vu le communiqué qu'a adressé le parti. Il y a le communiqué, oui. ça fait pratiquement une année. Est-ce que vous assumez ce communiqué ? Voilà, bien sûr, bien sûr. Vous l'assumez ? Vous l'assumez ? C'est ça des membres du bureau politique du PPS ? D'abord, tous les communiqués, les communiqués émanant des bureaux politiques, nous les discutons. Ce n'est pas une personne qui... ils font l'objet d'une discussion, d'un débat, d'un échange. Oui. Et d'un consensus au sein du parti. Généralement, on ne peut pas diverger sur des questions de fond. Quelle est la mesure phare, efficace, à mettre en place aujourd'hui pour casser l'inflation? Parce que quand j'ai vu le communiqué du parti, là-dessus, j'ai rien vu de révolutionnaire, alors que vous exigez de la part du gouvernement une action forte, efficace et rapide. De révolutionnaire, oui. Parce qu'on fait des propositions qui peuvent être appliquées par l'actuel gouvernement. On ne va pas imaginer faire des propositions. Qu'est-ce qui peut être appliqué? On ne va pas faire des propositions. Qu'est-ce que vous proposez que le gouvernement pourrait activer pour casser cette courbe inflationniste? D'abord, premièrement, la question du pétrole, enfin des hydrocarbures. Oui. Il y a un effort à faire. C'est-à-dire? Parce que ce n'est pas clair dans votre communiqué. Non, on l'a dit. Plafonner les prix, plafonner les marges. Dans le communiqué, non, on a dit qu'il faut utiliser la politique budgétaire et fiscale. Les mécanismes fiscaux et douaniers. Dans les mécanismes fiscaux et douaniers, il y a beaucoup de choses à faire. Pourquoi vous ne l'avez pas détaillé dans le communiqué? Pourquoi votre communiqué n'est pas suffisamment explicite? On ne fait pas une thèse, on fait un communiqué, on explique. Quand vous dites utiliser les mécanismes fiscaux et douaniers, voilà, je t'explique. Est-ce que c'est baisser la TIC? Parce que vous ne le dites pas. Pourquoi pas? Sur les carburants. On peut baisser la TIC, on peut baisser la TVA, on peut fiscaliser les super profits, c'est un fait. Les sociétés pétrolières, la bande des trois, les trois sœurs, qui sont le Africa, Shell et Total, ils ont réalisé pratiquement une plus-value de 45 milliards de dirhams. Les entreprises qui font tu vas pas me contredire, c'est Rachid. Loi de finances 2023. Les entreprises qui dégagent un bénéfice de plus de 100 millions de dirhams. Est-ce qu'on est plus libéral que les États-Unis, que la France? Pourquoi vous ne l'avez pas écrit dans votre communiqué? On l'a écrit. Non, vous ne l'avez pas écrit. Là, vous le dites aujourd'hui sur le DGTV Radio, vous ne l'avez pas écrit. Voilà, je vous l'ai dit. C'est ça. Ah, ben heureusement que vous êtes tapé là-dessus. Je vous le dis, voilà, c'est comme ça. 45 milliards, si on les fiscalise. Mais j'ai entendu, bon, c'est pas la peine que je... un certain nombre de membres du gouvernement, avec tout mon respect, disent, c'est quoi le super profit? Mais ils nous prennent pour qui? En tout cas, vous demandez à ce qu'une fiscalité plus importante sur les... Tout à fait. Tout à fait. Concernant les compagnies pétrolières. On est en période d'inflation, une période difficile. Et je crois que malheureusement, ça risque de durer. D'après tous les observateurs au niveau mondial, on croyait que ça allait baisser en 2023. Il faut mettre un grand point d'interrogation. Donc il n'est jamais tard pour que le gouvernement réagisse. Il ne s'agit pas par des sorties folkloriques en allant à 4 h du matin pour voir un peu le marché de gros à Inzgan. Ça, c'est de la poudre aux yeux. C'est pas comme ça qu'un gouvernement travaille. En tout cas, sur les propositions... Voilà, cette proposition fondamentale. La deuxième proposition sur le communiqué, le soutien direct, activer le soutien direct à l'égard des familles vulnérables. Oui, voilà. Vous parlez du RSU, le régime social unifié, pour pouvoir mettre en place ensuite pour déployer les aides directes. Mais en attendant le RSU, le régime social unifié, il faut agir. Agir comment? Pourquoi on l'a fait lors du Covid? On a apporté l'aide aux familles diminuées. C'est son problème. Pas à travers des mandats, à travers des gens. On l'a soulagé. Et c'est le temps de le soulager. Ailleurs, par exemple, il y a le panier anti-inflation. Non, chez nous, on ne peut pas le faire. Parce que nous avons un secteur informel, on n'a pas de supermarché, on a des souks, etc. L'affichage des prix, ça ne demande pas... L'affichage des prix, la publicité. Lorsque vous étiez aux responsabilités, il y avait l'affichage des prix?
lorsque le PPS était aux responsabilités, vous étiez dans ce gouvernement lorsque la loi a été votée. Le monde évolue assez Rachid. Nous ne voyons pas les problèmes d'aujourd'hui avec du lunettes. Non, parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, réclamer l'affichage des prix. Non, il faut que ça vienne. Il faut que ça vienne. Il aurait fallu que ça vienne depuis longtemps. Mais il aurait fallu que ça vienne. On l'a dit, mais il faut que ça vienne un jour. C'est le mot ou jamais. L'affichage des prix, c'est quand même important. La lutte contre l'économie de rente. Tu ne vas pas nous dire que le PPS n'en parle pas. C'est notre credo tout le temps. Donc, troisième proposition, donc le contrôle des marchés et les circuits de grossistes. Ça, c'est un contrôle qu'on fait un peu folklorique. C'est pas comme ça qu'on compte. On tombe sur les petits. On va sur les petits commerçants dans une petite ville. Alors que le problème est ailleurs. Ils le savent. Mais vous aussi, vous le saviez quand vous étiez sur responsabilité. Oui, mais c'est toujours ton... Est-ce que vous l'avez découvert? Est-ce que vous avez découvert aujourd'hui? Non, on le savait. C'est-à-dire qu'il y a une problématique liée au nombre, la multiplicité des intermédiaires au niveau des circuits de marché de gros. Je peux te remettre nos documents du PPS qui datent des années 80 du siècle dernier. Oui. On en parle. Par écrit. Par écrit. Mais quand vous étiez aux responsabilités, vous avez pas agi là. On l'a fait. Est-ce qu'on était au commerce d'ailleurs? Non, mais vous êtes. Même si vous n'étiez pas au commerce, il y a quand même une solidarité gouvernementale. Le problème ne se pose pas. L'humanité ne se pose que des questions qu'elle peut résoudre. Actuellement, on vit une situation particulière. On n'a jamais eu des taux d'inflation de 6, de 10, 14. On vit un contexte particulier. On a eu des taux d'inflation de 1%, de 0,7. On vit un contexte particulier. C'était une période particulière à Rachid. Et l'histoire s'accélère. Et c'est maintenant, c'est normal que... Donc c'est maintenant jamais. Moi, ce que j'ai été surpris dans tout le listing des propositions, il y a également la relance de la Samir, de la raffinerie, il y a l'évaluation des aides directes aux transporteurs. Voilà. Mais il y a une chose que je n'ai pas trouvée dans votre communiqué. C'est comme quoi? Que je n'ai pas trouvé. Vous avez dit, et je rebondis sur ce que vous venez de dire, que le contexte il est très particulier, spécifique. On va même parler d'une conjoncture exceptionnelle avec des niveaux d'inflation sans précédent. Dans le communiqué, on l'a dit dès le départ. Le premier paragraphe, il a dit voilà qu'il y a des conditions objectives. Oui. Non, on n'est pas des rêveurs, ni des nihilistes. On ne fait pas de la surenchère. Le PPS est un parti responsable qui mesure ses mots et qui prend ses positions, des positions qui sont mesurées, réalistes, objectives. Parce que ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est l'intérêt de notre pays. Nous voulons que le Maroc traverse cette période difficile, que tous les pays traversent avec un minimum de dégâts. Pourquoi vous n'avez pas proposé dans les propositions du PPS pour casser cette courbe inflationniste l'activation de l'article 4 de la loi sur la liberté des prix que vous avez voté pour faire en sorte, donc, situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, histoire de bloquer pendant 6 mois et de plafonner les prix pendant 6 mois renouvelables. Il y a un article qui est prévu et qui prévaut dans cette loi. Pourquoi vous ne l'avez pas proposé? Vous l'avez pas proposé. Le plafonnement, on l'avait proposé plusieurs fois. Non, mais vous ne l'avez pas proposé. Mais c'est pas, je dis qu'on n'a pas fait une thèse sur les c'est pas une thèse. Un communiqué de parti, c'est un communiqué. Protéger le pouvoir d'achat. Protéger le pouvoir d'achat. Il y a quand même. Il y a plusieurs moyens de protéger le pouvoir d'achat. Est-ce que l'article 4 de cette loi, de la loi sur la liberté des prix, est-ce qu'elle n'a pas du sens selon vous dans le contexte dans lequel nous vivons? Chez nous, si on avait, on ne peut pas contrôler tous les produits, ça va de soi. Mais si on prend 4-5 produits fondamentaux qui font partie, qui pèsent dans le panier de la ménagère, des ménages pauvres et des ménages qui ne gagnent pas un sou. Et je constate, comme toi, comme d'autres Marocains, quand on se promène actuellement dans les rues marocaines, le nombre de mendiants a énormément augmenté. On voit la misère. Ça, vous êtes sur le constat. Vous êtes sur un constat que malheureusement nous partageons tous. Oui. Les vols, ça a augmenté. C'est des choses plafonnées. Est-ce que vous êtes pour ou pas? Parce que je ne l'ai pas vu dans votre communiqué, parce que ça m'a fait élargir la subvention. D'accord? Sur des produits de grande consommation. De grande consommation, bien sûr, il faut choisir. On a dit qu'il faut traiter produit par produit. D'abord avoir une vision globale. Cette vision-là, à ma connaissance, le gouvernement ne l'a pas. Il ne l'a pas, dis-moi, décliné. Il fait des sorties comme ça. Vous auriez fait mieux, le PPS? Face à cette situation-là? Est-ce que vous auriez plafonné les prix? Est-ce que vous auriez activé l'article 4 de la loi sur la liberté des prix pour plafonner les prix pendant 6 mois? Si on était à la tête du gouvernement, c'est autre chose. On l'aurait fait, bien sûr. Tout ce qui pouvait
aider, soulager la vie des gens, des citoyens, il faut le faire. C'est parce qu'on a besoin de solidarité. Je vais vous dire une chose. Ça, je vais un point de vue personnel. Jusqu'à maintenant, quand on compare l'évolution, l'augmentation des salaires, c'est très en deçà par rapport au taux d'inflation. La logique aurait dû au moins répartir le fardeau sur 3. Que le citoyen se porte un peu, l'État se porte une partie et l'entreprise se porte une partie. On parle dans d'autres... C'est pas le cas aujourd'hui. On n'a pas, même si c'est avec un déséquilibre. L'État parle de plus de 50 milliards de dirhams d'efforts budgétaires pour lutter contre l'inflation. Le consommateur final et le client, lui, supportent au quotidien l'inflation. Et l'entreprise a l'inflation des coûts de production, des facteurs de production. Entreprises qui ont, un certain nombre d'entreprises, je ne dis pas toutes, qui ont profité de la crise pour accumuler davantage de profits, on ne les a pas touchés. Et la loi de finances n'a fait que renflouer les caisses de ces entreprises. Je rappelle, pour lutter contre l'inflation, effort budgétaire 52 milliards de dirhams de la part de l'État, entre la part du budget de la caisse de compensation pour la compensation des produits. Comment tu fais ces 52 milliards 50 milliards, plus la suspension des droits de douane et la TVA à l'importation, tout ça a été chiffré. On est sur un volant aujourd'hui d'un peu plus de 50 milliards de dirhams. Non, je te parle des montants dont profite le consommateur. Le consommateur, je m'excuse. Le consommateur, il profite de rien. Il a une inflation aujourd'hui à 2 chiffres. La croissance n'est pas à 2 chiffres, mais par contre, la croissance de l'inflation, elle est à 2 chiffres et elle impacte directement tous les ménages. Voilà, c'est ça le problème. Troisième round, emploi. Les sans-emploi, est-ce que c'est le nouveau mode d'emploi ou ça a toujours été le mode d'emploi? Le fait aujourd'hui à la fois d'exclure des populations, les jeunes et les femmes essentiellement, du marché de l'emploi, quand on voit le rendu de l'étude du HCP. L'emploi, c'est une question très délicate. Encore une fois, il y a un déséquilibre entre guillemets, entre l'offre de travail et la demande de travail. Bon, ça, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, mais on s'accentue. On sait maintenant que nous avons 400 000 personnes qui arrivent sur le marché du travail, c'est-à-dire qui arrivent à l'âge de travail. À l'âge de travail, 400 000 par an. Mais sur les 400 000, il y a une partie qui poursuit ses études au lycée, à l'université, autour de 100 000, 200 000. Je ne peux pas vous dire les chiffres exacts. Une partie qui est inactive pour une raison ou une autre, mais ça reste en net pratiquement 300 000 qu'il faut caser. Et l'économie marocaine n'arrive pas à créer autant d'emplois. C'est pour cela que je vais parler un peu de l'histoire. En 2015, nous avons élaboré une stratégie nationale pour l'emploi. Oui. On a mis du temps à la faire, d'ailleurs, valider par le gouvernement. Ça, c'est une autre question. Il y a beaucoup de solutions dans la stratégie nationale pour l'emploi. Malheureusement, les ministres et le gouvernement qui sont venus par la suite ne prennent pas en considération, ne travaillent pas dans la continuité. Il y avait beaucoup de solutions. Est-ce que Younes Khoury, par exemple, qui est le ministre en charge de l'emploi, de l'inclusion, est-ce que lui, vous le tenez pour responsable de la situation de l'emploi aujourd'hui, qui est simplement catastrophique, mais qui ne date pas d'aujourd'hui. Justement, la stratégie pour l'emploi sort de cette logique restreinte de faire assumer la responsabilité de l'emploi au ministre de l'Emploi. L'emploi, c'est une question transversale. Il est déterminé, il est défini d'abord par les politiques macroéconomiques, dans le somme, la politique fiscale a un impact sur l'emploi, la politique... On est d'accord. Donc ça ne relève pas des ministres de l'Emploi. Le ministre de l'Emploi, c'est à la limite un animateur, quelqu'un qui réfléchit comment trouver des solutions à l'emploi, à travers des politiques actives, à travers un certain nombre de mesures, et on le fait. Quand on a plus de destruction d'emplois que de création d'emplois en 2022, ça il y a une responsabilité, il doit y avoir un responsable en même temps. Et moi, la question que je vais vous poser, parce que vous avez été en charge de ce portefeuille-là ministériel, c'est voilà, aujourd'hui, on est dans une économie qui détruit plus d'emplois qu'elle n'en crée. Et quand elle en crée, elle crée beaucoup plus. Il a détruit parce qu'il y a 2 années. Il a détruit en 2020, c'est normal, parce qu'il y a eu le Covid, c'est 400 000 emplois qui ont été détruits. Il a détruit cette année parce qu'il y a aussi les postes détruits, c'était dans l'agriculture, surtout dans l'agriculture, 170 000. Mais le problème, c'est que l'industrie, pas le ministère de l'Emploi, l'industrie ne crée pas beaucoup d'emplois. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut... Pas beaucoup d'emplois, c'est 2000 emplois, selon le HCP. C'est 2000 net, c'est très insuffisant. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut encourager
les secteurs fortement créateurs d'emplois, les secteurs traditionnels. Comme quoi L'économie sociale et solidaire, Oui. c'est important. L'agriculture paysanne. L'agriculture paysanne, c'est parce nous avons le sous-emploi, c'est dans le monde rural surtout. On ne compte pas. Les travaux de proximité. Les travaux de proximité, c'est un peu une version Aourache, mais plus améliorée. Vous avez vu que le chef de gouvernement a lancé la version 2 Oui, la version. Moi, on n'est pas contre par principe. Ouais. Vous êtes favorable au programme Aourache? Vous avez évalué l'impact? Mais malheureusement, c'est ça le problème. C'est que le gouvernement sort la deuxième édition. Normalement, il devait y avoir une évaluation publique. Moi, sincèrement, je ne les connais pas. Le chiffre officiel public du programme Aourache, c'est la création de 103 000 emplois. 103 000, j'ai vu. Mais il fallait qu'ils nous disent dans quel secteur, quel est l'impact, qu'est-ce que ça a apporté. Vous doutez de ce chiffre-là qui a été dévoilé par le ministre Younes Kouli? Non, je ne peux pas douter. J'aurais aimé qu'il y ait davantage d'explications et de détails pour que l'on sache, même pour... Moi, je vais bien commenter. À la limite, je dis 103 000, je l'ai écrit. Je ne trouve pas de traces dans les statistiques du commissariat au plan. Donc il faut que je trouve des traces. Donc vous doutez sur la création nette de 103 000 emplois dans le cadre du programme Aourache? Il y a un problème au gouvernement, il y a un problème fondamental. Oui. J'ai oublié de le soulever. Il y a un problème de communication. On communique mal. Non, là, c'est pas un problème de communication, c'est un problème d'action. Là, c'est pas la communication. Il a communiqué en disant... Même sur ça, il faut communiquer. En 2021, création de 250 000 emplois par an. Et à l'horizon 2026, création nette de 1 million d'emplois. Mais au terme d'une année, il faut qu'ils nous disent, je le répète encore une fois, dans quel secteur ça a été créé, ces jeunes-là, où est-ce qu'ils ont travaillé, qu'est-ce qu'ils ont appris, est-ce qu'ils seront maintenus sur le marché du travail, ou ils seront éjectés. Promesse électorale. C'est ça le problème. Promesse électorale, en tout cas du parti qui est aux responsabilités de RNI, c'est la création de 1 million d'emplois à l'horizon 2026. Tel que c'est parti aujourd'hui. C'est pratique, ça relève, comme je dis, des miracles, mais il faut espérer que le miracle se réalisera. Pour vous, c'est un miracle, c'est mission impossible pour vous? Parce qu'il reste 4 ans. Oui. Il reste 4 ans, c'est-à-dire qu'il faut attraper le retard, à moins que la conjoncture s'améliore, à moins que le gouvernement change de méthode de travail, à moins que... Il y a beaucoup de conditionnalités. Qu'est-ce que le PPS propose, lui, ou proposerait? On a passé le deuxième round sur les propositions du PPS pour lutter contre l'inflation. Qu'est-ce que le PPS propose concrètement, deuxième partie de l'opposition parlementaire, pour relancer le levier emploi et l'emploi de qualité, pas l'emploi de quantité. L'emploi décent. Parce que vous avez parlé de faut accompagner les secteurs à forte employabilité. Ben oui. Aujourd'hui, on se rend compte c'est là où les entreprises. Il y a des réservoirs d'emploi. Parce que pourquoi l'emploi ne suit pas? Oui. Il y a un problème fondamental que l'on oublie. Pourquoi les emplois créés sont insuffisants? Ils ne sont pas, même quand on réalise des taux de croissance de 3%, on reste à 120 000, dans le meilleur des cas. Parce que nous avons une économie dépendante. On importe beaucoup de choses. Nous avons un déficit commercial assez rachid. Et à chaque fois qu'on importe, c'est des emplois créés à l'extérieur. C'est pas totalement vrai ce que vous dites. C'est vrai. Parce que l'importation massive aussi crée de la richesse dans notre pays aussi. Non, et crée de l'employabilité. L'importation des biens d'équipement, d'accord. Oui. Je suis d'accord avec toi. Mais quand on importe des biens de consommation, c'est la vraie, c'est Rachid. On les importe depuis combien de temps, les biens de consommation? Mais ça va de plus en plus. Quand vous étiez aux responsabilités, le taux de chômage était de combien? Le taux de chômage est resté pratiquement même. Il est quasiment identique à celui qu'il est aujourd'hui. Quasiment changé. Bon, il est descendu certainement à moins de 10. En 2016, il est descendu à moins de 10, il est remonté à plus de 10. Mais ce qui compte, c'est le problème du chômage urbain. Parce que la moyenne de chômage. Un jeune sur 4. Un jeune sur 4. Qui a entre 15 et 24 ans qui était au chômage. Un jeune sur 4. Il est né. Mais le problème, c'est que ça fait 10 ans que c'est comme ça. Ben oui, un jeune sur 4, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a eu le HCP qui a fait des études là-dessus avec des rendus. Il y a l'OIT aussi, l'Organisation internationale du travail, qui a fait des études aussi dans ce sens. Oui, mais entre-temps, il faut que les choses avancent. Oui, mais nous, ça on ne va pas à chaque fois dire voilà, ça fait... Nous, on change de gouvernement, on change de ministre, mais le visage du chômage et des sans-emploi, lui, ne change pas. Donc il y a un problème, je te dis, il y a un problème de fond. Nous avons des propositions. Dans la stratégie nationale pour l'emploi, il fallait les mettre en œuvre. Y compris, moi je te dis, pour Aourache, ce n'est pas une mauvaise chose, mais pourvu que ça rentre dans un objectif global de lutte contre le chômage.
mais pas, et puis, comme tu viens de le dire, des emplois décents. Actuellement, est-ce que c'est la solution, selon vous, la solution politique, de subventionner l'emploi dans les collectivités locales? Je rappelle que le programme Aouraj, c'est 1,3, 1,4 milliards de dirhams, dirhams annuels d'argent public. Est-ce que pour faire reculer le chômage, ça passera par la création d'emplois subventionnés dans les collectivités? Pour moi, la création d'emplois doit concerner tous les secteurs de l'État. La collectivité locale, les régions, la société, même pour la société civile, les associations, il faut les aider à recruter, qui travaillent sur le terrain à recruter un cadre, deux, etc. Ça fait quand même ça de plus. Je ne suis pas contre aussi l'immigration bien contrôlée. Il y a une secouée s'attache là-dessus d'ailleurs, à mettre des quotas en place pour l'exportation de main-d'œuvre. Est-ce que ça, c'est une. Ça fait partie d'une solution globale. Est-ce que ce n'est pas un écran de fumée tous les moyens face à la montée du chômage? On ne va pas exporter nos cerveaux et garder uniquement. Ça, c'est le plus important. Ça, c'est dangereux. Parce qu'actuellement, ce sont les mieux formés qui immigrent à l'étranger. Ça, c'est mauvais. C'est une perte. En fait, concrètement, tu ne vas pas me dire quand on était au gouvernement. Le mode d'emploi, ça veut non. C'est ça. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a loupé le virage aussi démographique avec la disponibilité de main-d'œuvre et de cerveau. On n'a pas su l'anticiper. Nous avons un terme que nous employons très souvent au PPS. Pour l'emploi, il faut tout faire pour l'emploi. Parce que l'emploi, c'est la dignité de l'homme. Il vaudrait mieux donner de l'emploi à un Marocain que de lui donner des aides sans rien faire. Parce qu'à la limite, ça veut dire quoi? Est-ce que vous seriez pour Abdeslam Sadeghi, parce qu'en plus vous avez été en charge au niveau de l'emploi, juste pour conclure, plutôt que de subventionner la farine de la bouteille de gaz, subventionner l'emploi? Pourquoi pas? Là, je pose la question parce qu'on parle de décompenser la bouteille de gaz, le butane et le sucre. On était les premiers, quand on était au gouvernement, à avoir fait la proposition de subventionner de l'emploi qui est actuellement dans les lois de finances. C'est pour les entreprises qui emploient des cadres, un certain nombre de cadres, l'État prend en charge l'amont. Sauf que pour la deuxième année consécutive, le contrat première embauche avec défiscalisé. C'est le parti qui avait fait cette proposition. Défiscaliser le contrat première embauche. C'est important. Évaluation. Si on évalue aujourd'hui l'impact de défiscaliser les contrats de première embauche pour les primo-arrivants, ça ne fonctionne pas non plus. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Ça ne fonctionne pas. Il faut qu'on sache. On le voit bien parce que le chômage est en hausse. Et le chômage des jeunes est en hausse. Et je ne parle même pas du chômage de la gente féminine. Et puis, il y a l'entreprise, il faut aider l'entreprise à innover. Parce que nous avons nos entreprises. C'est l'entreprise qui doit innover ou c'est l'administration qui doit innover? C'est l'entreprise et l'administration, les deux. Mais d'abord l'administration. D'abord l'administration. Moi, je crois qu'au Maroc, on parle de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, tant qu'on n'a pas mis fin à l'économie de rente, et aux privilèges, et aux barrières à l'entrée, on tourne en rond. Il faut laisser libérer les initiatives. Nos jeunes, ils sont capables de faire... Après avoir libéralisé les hydrocarbures, après avoir libéralisé les prix, vous dites qu'il faut libéraliser l'emploi et faire en sorte... À l'anglo-saxonne d'ailleurs. Non, je ne dis pas libéraliser l'emploi. L'offre et la demande, voilà. Non, et c'est ça qui fixerait... Libéraliser l'initiative pour la création d'entreprises. Il y a beaucoup de blocages. J'ai appris avec satisfaction que le gouvernement a réduit de 50% les documents pour les procédures administratives. C'est une bonne chose. Dématérialisation. Il faut aller de l'avant. Dernière question, Abdeslam Sadeghi. Vous voyez qu'on ne sont pas idéalistes. 2023. Quand les choses vont, on le dit. Quand les choses ne vont pas, on le dit. Dernière question, le gouvernement, vous avez vu cette première levée sur les marchés internationaux de la dette de 25 milliards de dirhams. L'activation de la ligne de précaution modulable auprès du FMI, exactement. Un peu plus de 50 milliards de dirhams, on est sur 5 milliards de dollars, on est sur un volant de 75 milliards de dirhams d'emprunt en 2023. Est-ce que le PPS, par la voix d'Abdeslam Sadeghi, qui est face à moi aujourd'hui sur le ring, le DG TV Radio, dit « J'applaudis, effectivement, je soutiens cette initiative, bravo ». C'est une bonne chose que le Maroc bénéficie de la garantie, de la confiance des milieux financiers, mais il ne faut pas opter pour la solution de facilité, il faut être prudent. Pour la dette extérieure, il ne faut pas dépasser un certain taux. En tout cas, là, on va dépasser 85, 86, 87% là, ça, c'est la dette publique. Non, il y a la dette... Je parle de la dette extérieure, pas de la dette intérieure. Mais la dette publique va enfler aussi. On va se retrouver avec un service de la dette à plus de 50 milliards de dirhams. Jusqu'à maintenant, on a été à l'abri parce que la dette extérieure était plus ou moins contrôlée. Donc il ne faut pas que le Maroc
notre pays cède à la facilité, il faut être prudent. Et l'argent, il faut l'investir là où ça rapporte, de telle sorte à ce que demain, on puisse rembourser la dette. Investir dans le social et les politiques sociales? Les politiques sociales, c'est fondamental, c'est productif. Oui. Dans la couverture sociale, c'est productif. Productif sur la durée. L'éducation, bien sûr, sur la durée. Donc vous applaudissez dès demain, ça met les gants, le gouvernement qui a levé 75 milliards de dirhams de dette. Avec prudence, parce que le gouvernement actuel, il a critiqué quand même. Moi, je ne cherche pas. Il a critiqué certainement le recours excessif à l'emprunt. Il ne faut pas qu'il oublie ses engagements. Il faut être prudent. Bien sûr, quand on est obligé de s'endetter, on s'endette, que ce soit un ménage ou un État, ce que le fait est là. Parce qu'il y a aussi. Si c'est pour payer les charges fixes, c'est embêtant. Ça doit nous inciter à générer plus de ressources internes. Et de création de plus de richesses. On ne doit pas oublier cette loi célèbre d'un grand économiste qui dit « Capital is made at home ». On restera là-dessus? On restera là-dessus. Merci infiniment à vous. Abdeslam Sadeghi, je rappelle, ancien ministre, en charge de l'emploi d'ailleurs, et toujours membre du bureau du politique. Jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à que Nabil Ben Abdallah se... Non, jusqu'au prochain congrès. Jusqu'au prochain congrès. Donc vous êtes encore là pour 3 ans. Au moins 3 ans. Au moins 3 ans. Un peu plus. Voire un peu plus. En tout cas, membre du bureau politique du PPS. On aura l'occasion de se rencontrer. Avec plaisir, sur un ring d'ailleurs. Comme tu veux aussi. Sur ce ring-là. En tout cas, merci infiniment à vous, Abdeslam Sadeghi, je rappelle, ancien ministre et membre du bureau politique du PPS, le Parti du Progrès et du Socialisme. Merci à vous et à très bientôt. Et merci à toi. Tawakkal alayk.